Une fois que vous faites votre IRM encéphalique, vous êtes rassuré par rapport à l'aspect, vous complétez votre examen complémentaire par une étude de SR. Et dans ce cas-là, dans 60% des cas, vous trouvez une réaction lymphocytaire, d'accord, hyperprotéinorrachique, avec absence de germes isolés à l'examen direct de culture, ce qu'on appelle une méningite aseptique, ce qui est un élément très en faveur du diagnostic. Alors que dans la sclérose en plaques, on avait dit que la réaction lymphocytaire ne doit pas dépasser les 30 éléments. On a dit que la protéinorrachie, il dépasse rarement les 0,70. D'accord. Et on a dit qu'il faudrait chercher un profil oligoclonal au niveau du LCR. Par rapport au diagnostic, finalement, comment on fait le diagnostic positif? On retient le diagnostic de neuro-B7 lorsque vous avez les critères de la maladie de B7. Il faudrait avoir les critères de maladie de B7 avec un syndrome neurologique en rapport avec la maladie de B7. C'est une atteinte caractéristique. Donc, par exemple, si j'ai quelqu'un qui a les éléments en faveur, les critères du diagnostic de maladie de B7, qui me fait un tableau de neuropathie optique rétrobulbaire, chose qui n'est pas caractéristique, ça c'est très difficile de faire le lien de causalité. On retient le lien de causalité, mais tout en gardant à l'esprit que ça peut être une association, que le patient a une sclérose en plaques et qu'il y a un B7 avec une atteinte cutanée. Alors que si j'ai quelqu'un qui a les éléments caractéristiques de la maladie de B7, qui me fait un tableau méningo-encéphalétique, je suis très rassuré, j'ai une présentation caractéristique et j'ai les critères du diagnostic. Ces deux éléments doivent être réconfortés par deux éléments, une imagerie, d'accord? La même chose, si je vous dis que le patient a les éléments d'une maladie de B7 et par la suite, vous avez une atteinte tétrapyramidale et vous avez cet IRM-là. D'accord? À ce moment-là, il faudrait, même si le patient a la notion d'aphthose bipolaire, il faut être très prudent parce que sur cet aspect-là, je penserais plus à une sclérose en plaques. D'accord? Donc, pour parler d'un neuro-B7 défini, il faut avoir les éléments cliniques, une présentation caractéristique avec une imagerie caractéristique du B7 avec des anomalies de LCR. Lorsque un des éléments il fait défaut, on parle de neuro-B7 probable. D'accord? On parle de neuro-B7 probable lorsque vous avez toujours les éléments de la maladie de B7 avec un syndrome neurologique non caractéristique. D'accord? On dit probablement c'est un neuro-B7. Pour le diagnostic différencié sur l'aspect radiologique et clinique, il faudrait évoquer la sclérose en plaques, le Gaugereau, le lupus, la sarcoïdose et puis les lésions infectieuses. D'accord? Mais par rapport à la sclérose en plaques, c'est une atteinte pure de la substance blanche. D'accord? Que ce soit des lésions encéphaliques ou médulaires, maintenant vous êtes très fort pour pouvoir reconnaître les lésions de la CEP et faire la différence par rapport aux lésions de la sclérose en plaques. Le lupus est je dirais le diagnostic radiologique le plus difficile face à ce type de lésions étendues. Lorsque vous avez des lésions étendues, diencéphalo-mésencéphaliques et qui emportent avec eux les noyaux gris centraux, le lupus est le premier diagnostic différentiel. D'accord? Le Gaugereau, on avait dit le Gaugereau est le principal diagnostic différentiel lorsque vous êtes face à une CEP. D'accord? Si vous avez des lésions nodulaires comme ça, il faudrait évoquer le Gaugereau. D'accord? La sarcoïdose, c'est lorsque vous avez des lésions méningées
des lésions de l'axe hypothalamo-hypophysaire ou des lésions du encéphalo-mésocéphalique, la sarcoïdose est également un diagnostic plausible. Donc, en prenant en considération l'aspect radiologique, des éléments peuvent prêter confusion avec la sclérose en plaques, d'autres lésions peuvent prêter confusion avec le lupus, d'autres avec le Gaugereau et d'autres avec la sarcoïdose. Mais c'est l'association de lésions, ça veut dire atteinte méningée, atteinte des noyaux gris centraux, atteinte de la substance blanche périventriculaire, atteinte du encéphalo-mésocéphalique, l'association des lésions vous met très à l'aise par rapport au diagnostic du neuro-BSET. Et c'est des éléments à retenir. L'évolution. On a dit que soit la maladie va évoluer par poussée-rémission, soit on a des formes progressives primaires, soit on a des formes rémittantes et secondairement progressives. Le pronostic de la maladie, 25% des patients vont garder une dépendance. D'accord? La mortalité, il intéresse 10% des patients. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic? C'est la présence d'une méningite aseptique, une atteinte parenchymatose étendue, une forme très active avec beaucoup de poussées, un état neurologique très altéré au diagnostic. Ça veut dire lorsqu'on fait le diagnostic, le patient il a déjà une atteinte cérébelleuse intrapyramidale. L'échec du traitement, rechute de ce traitement, et puis les formes progressives. Donc, en présence des facteurs de pronostic, de mauvais pronostic, on sait que ces patients-là vont évoluer rapidement vers un degré d'handicap qui est irréversible. C'est des éléments à retenir. Pour le traitement, il est quand même simple et codifié. On a le traitement du neuro-BSET et on a le traitement du vasculo-BSET. Pour les atteintes parenchymateuses, on distingue deux groupes de patients. Les patients avec des éléments de bon pronostic qu'on a cités, les éléments de bon pronostic qu'on a cités, et puis les patients qui n'ont aucun élément de mauvais pronostic. Lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas aucun élément de mauvais pronostic, on commence le traitement par des corticoïdes. D'accord? On donne des corticoïdes en bolus et puis on va prolonger ces corticoïdes par une prise par voie orale qu'on va prolonger pendant plusieurs semaines. On dit qu'il faudra maintenir le traitement pendant au moins 8 semaines. Et par la suite, on va procéder à une dégression progressive. On dit qu'un des éléments de rechute de la maladie, l'arrêt rapide de la corticothérapie. D'accord? Donc, atteinte parenchymateuse, atteinte vasculaire. Pour les atteintes parenchymateuses sans aucun élément de mauvais pronostic, il faut commencer par une corticothérapie en bolus, suivie par une corticothérapie péros, que vous allez prolonger pendant 8 semaines et vous allez dégraisser tout doucement sur 1 ou 2 mois. Lorsque vous avez un élément de mauvais pronostic ou plusieurs, il faut commencer par des immunosuppresseurs. Et dans ce cas-là, on donne généralement le cyclophosphamide, l'endoxone, avec des bolus mensuels de 6 à 12 mois. D'accord? Parce qu'on sait que c'est une forme qui est très grave. Lorsque le patient, traité par des bolus de corticoïdes, il s'aggrave, il fait de trop poussées, on va rajouter les bolus de cyclophosphamide. Lorsque le patient est bien traité par des bolus de cyclophosphamide et qu'il continue à s'aggraver ou il fait des poussées graves, dans ce cas-là, c'est l'intérêt de les anti-TNF-alpha, ce qu'on appelle le rituximab, qui est disponible au niveau de l'hôpital. On l'a utilisé pour certains patients. Pour les atteintes parenchymateuses, les atteintes vasculaires, le traitement des thrombophlébites cérébrales repose sur une anticoagulation.
Ça veut dire on ne donne pas un traitement immunosuppresseur. C'est juste une anticoagulation qui va prolonger pour une durée de 6 à 12 mois. D'accord? Donc, atteinte parenchymateuse, corticoïde immunosuppresseur, atteinte vasculaire, type thrombophlébite cérébrale, c'est les anticoagulations. Message à retenir. Ne jamais oublier que le B7, que l'atteinte neurologique, il peut précéder l'atteinte cutanéo-muqueuse. Ce qui va présenter un challenge diagnostique, mais ce qui est rassurant, c'est que le pourcentage de ces patients est très faible. Le deuxième message à retenir, le rôle de l'IRM. C'est l'association lésionnelle, méningée, noyés gris centraux, diencéphalo-mésencéphalique, qui est évocatrice de diagnostic. Le pronostic, on distingue le groupe de patients avec des éléments de mauvais pronostic qu'il faudrait traiter par des immunosuppresseurs et le groupe de patients avec des éléments de bon pronostic où juste des corticoïdes vont permettre de régler le problème. Je vous remercie. On va voir rapidement 2 cas cliniques.